Madame, Monsieur, bonsoir. L'hémorragie des défaillances d'entreprises dans ce numéro de Questions d'actu. Quand on sait que les faillites dans le monde ont grimpé de 13% en 2024, il ne faut pas s'étonner que le Maroc n'échappe pas au phénomène. Et si l'on se réfère à la dernière étude d'une société de collecte de données légales, eh bien, le nombre d'entreprises défaillantes a augmenté de 10% en 2024 en comparaison avec 2023. Par zone géographique, et cela coule de source, l'axe Casa-Tanger compte 40% de ces défaillances. Le commerce et l'immobilier comptent pour leur part le plus grand nombre d'entreprises déficientes. Alors, dans cet épisode, nous allons certainement analyser les raisons derrière cette mauvaise performance pour nos entreprises, surtout que le phénomène est appelé à s'aggraver pour atteindre ce chiffre. 17 200 entreprises devraient être en difficulté en 2025 selon la projection de la même société, ou les projections de la même société. Ce serait un nouveau record pour le Maroc. Pourtant, le nombre d'entreprises créées est en hausse lui aussi. Le nœud du problème, des délais de paiement trop longs et des impayés qui asphyxient la trésorerie des entreprises. La nouvelle loi sur les délais de paiement, bien qu'introduite il y a plus de 2 ans, n'a pas encore d'impact mesurable. Il faudra du temps pour en évaluer la portée. En attendant, la situation continue de se dégrader, mettant en péril l'écosystème entrepreneurial marocain. Le problème est connu, les solutions existent, mais encore faut-il une volonté politique forte pour les appliquer et stopper l'hémorragie. Analyse aussi donc ce soir du dynamisme entrepreneurial au Maroc, en compagnie de mes invités. D'abord le directeur études et communication chez Inforisque, cette société de collecte de données légales. Bonsoir Hamid Diouri. Bonsoir Khadija. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et nous ne pouvons pas analyser l'information économique sans notre expert, professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Un plaisir renouvelé de vous accueillir. Un plaisir partagé, merci beaucoup. Un peu de pédagogie, ou peut-être pour rappeler des notions que nous connaissons tous, ou pas. Entreprise défaillante, qu'est-ce que c'est et quelles sont les entreprises concernées par votre étude, Hamid Diouri? Alors, effectivement, c'est important de le rappeler. Par défaillance, on ne parle pas nécessairement de faillite ou de fermeture. On parle de difficultés d'entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui, potentiellement, ou qui sont des difficultés avérées d'insolvabilité. Ce qui est différent, parce que quand on parle, par exemple, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il n'y a pas de fermeture de l'établissement ou de la société en tant que telle, il y a des difficultés. Donc c'est important de le préciser. On parle de difficultés d'entreprise et pas de faillite. Première chose. Ensuite, la couverture de l'étude porte sur les personnes morales. Je ne parle pas de personnes physiques, mais uniquement personnes morales. On parle d'un écosystème d'entreprises de plus de 900 000 sociétés au Maroc, sachant qu'il y a 3 fois plus de personnes physiques, d'entreprises personnes physiques au Maroc. Alors, en parlant justement de cela, dans la répartition, ce sont principalement, ce n'est pas une surprise, les TPE qui souffrent le plus, parce que le ratio de grandes entreprises est minime, moins d'1%, qui seraient en difficulté. Exactement. Exactement, c'est sans surprise. Oui, voilà, j'aimerais bien un commentaire là-dessus. Alors, effectivement, ce n'est pas une surprise de trouver effectivement les très petites entreprises. C'est un ratio qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays quand on analyse les défaillances d'entreprises. Les plus petites sont les plus touchées pour plein de raisons. L'accès au crédit, pour la question des délais de paiement, c'est aussi les premiers marchés. Et c'est également, spécifiquement dans le cas du Maroc, une question aussi de dotation en capital social au démarrage de l'entreprise, qui peut être relativement faible et qui n'aide pas l'entreprise. Quand au départ de votre entreprise, vous avez peu de moyens, peu de fonds propres, et que vous devez traverser un environnement qui est hostile, difficile, avec peu de moyens de survivre à des délais de paiement qui peuvent être notamment élevés. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte aussi la mortalité des entreprises, elle est, j'ai envie de dire, infantile, dans le sens où c'est les 5 premières années de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire l'âge médian, selon l'étude, il est de 5 ans. Exactement. J'ai regardé une étude américaine qui était très intéressante, qui montrait justement que l'âge médian pour une entreprise dans une économie plus mature, c'est 10 ans et plus. Donc clairement, on voit bien que la difficulté qu'on a, en tout cas que nos entrepreneurs ont, c'est de bien démarrer et de réussir à passer le cap des 5 ans ici. À l'étranger, ça n'est pas nécessairement le cas. Oui, ça n'est pas nécessairement le cas, mais ça...
on va dire que le cas au Maroc s'est aggravé. C'est une tendance mondiale, mais le cas de défaillance d'entreprise au Maroc s'est aggravé. Pourquoi, Zakaria Ferrano? Alors, on a passé le cap de la Covid-19. Selon vous, pourquoi on se retrouve avec une augmentation de l'ordre de 10% des défaillances d'entreprises entre 2023 et 2024? Très bien. Bon, on peut donner plusieurs hypothèses. Donc, l'hypothèse 1 sur laquelle je peux formuler, je dirais, une esquisse de réponse, c'est en fait, premièrement, ce que vous avez dit en premier lieu. Ça veut dire que la majorité des entreprises sont siégées au niveau de Casablanca, de la région Casablanca, Tanger. Et donc là, permettez-moi un peu de faire la macroéconomie de la chose. Casablanca n'est plus une vache à lait pour l'économie marocaine. Si vous regardez la croissance régionale au niveau marocain, vous allez trouver que Casablanca ne génère pas de la croissance économique. Donc si je prends les chiffres du HCP en 2022, 2023 ou même 2024, ça veut dire on prend les 3 années, en moyenne, les régions qui sont les plus importantes en termes de PIB marocain, ça veut dire le produit intérieur brut, ne génère pas de la croissance. Ça veut dire qu'il ne génère pas suffisamment de la croissance. Juste à titre d'exemple, en 2023, la région qui pouvait drainer la croissance, c'était la région de Souss-Massa, pour être plus clair. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se créent de façon plus intense au niveau de Casablanca, la région de Rabat, la région de Tanger, etc. Mais le rythme de croissance de l'économie ne suit pas, ce qui ne permet pas d'avoir un chiffre d'affaires qui est aussi important. C'est la première raison que je pense macroéconomique. Et là, ça interpelle un peu le régime de croissance que nous avons sur le plan régional. Deuxième élément très important, c'est que les facteurs qui ont été évoqués, l'ensemble des études, il n'y a pas uniquement que, je pense que la société Inforisque a raison, mais il y a aussi la Banque mondiale, le baromètre de la Banque mondiale, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent qu'il y a 3 facteurs qui peuvent stimuler ce qu'on appelle la défaillance ou les difficultés d'entreprise. Premièrement, c'est l'âge. Les entreprises qui arrivent à exceller au niveau marocain, c'est les entreprises qui ont 10 ans et plus. Et là, c'est ce qu'on trouve un peu même dans les statistiques d'Inforisque et aussi au niveau des statistiques de la Banque mondiale. Ça veut dire que les petites entreprises, ça veut dire celles qui sont jeunes, n'arrivent pas à continuer à perdurer dans l'économie marocaine. Pourquoi? Premièrement, il y a plusieurs raisons. Il faut se poser la question sur les sources de financement. Le financement est en particulier basé sur 2 éléments. Premièrement, ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. C'est à peu près, ça représente 23%. Et deuxièmement, vous avez la deuxième source de financement, c'est le financement par le besoin en fonds de roulement. Et donc, automatiquement, ces 2 sources de financement ne sont pas durables. Et ça, je pense, 1, 2, 3 d'analyse financière, il permet de dire que ces sources de financement ne sont pas durables pour une entreprise qui est en train d'être créée. Si on rajoute à ça la difficulté d'accéder au crédit, parce que parmi les critères les plus parlants au niveau international, pour pouvoir bénéficier d'un crédit bancaire ou d'un crédit sur le marché financier, si on parle de la PME et de la très petite entreprise, il faut avoir un âge qui dépasse 10 ans. Ça veut dire que toutes les études montrent que si vous voulez vraiment avoir un crédit, il faut avoir 2 critères. Premièrement, être suffisamment âgé, 10 ans et plus, pour que la banque vous fasse confiance, ou le système financier vous fasse confiance. Et deuxièmement, il faut avoir suffisamment de liquidité. Aujourd'hui, si vous prenez le ratio de liquidité générale, ça veut dire le ratio, je pense, actifs circulants sur passifs circulants des entreprises, il est aux alentours de 1,1, 1,2. Ça veut dire que ça veut dire implicitement que vous êtes en situation de liquidité, mais dans de liquidité générale. Si vous utilisez la liquidité immédiate, ça veut dire que vous prenez disponibilité, vous allez trouver que c'est un ratio encore moins pour les très petites entreprises et moyennes entreprises. Et donc, automatiquement, ça ne vous permettra pas d'avoir ce matelas de financement à travers le système bancaire. Rajoutons à ça que les entreprises qui sont grandes au Maroc, si on prend un peu leur structure de financement, on va trouver qu'ils se financent en majorité par les fonds propres et par les dettes. Chose qu'on ne trouve pas pour les petites et moyennes entreprises. Statistiquement, c'est entre 32 et 40%. Ça veut dire 40% fonds propres et 32% c'est le financement bancaire. Bon, est-ce que c'est une meilleure accessibilité? Je dirais oui. Mais il fallait qu'il y ait des politiques d'accompagnement pour les autres qui n'arrivent pas à accéder, soit au système bancaire, soit également au marché financier. Je voudrais revenir sur ce chiffre, 15 658, donc c'est le nombre d'entreprises défaillantes. Dans ce chiffre-là, combien ont mis la clé sous la porte, Amin Djouri? Un peu plus de 90%. Sont en liquidation judiciaire. Et ça pose une autre problématique dans l'analyse justement de ces chiffres, c'est-à-dire qu'on a mis en place, il y a quelques années, en 2018, une procédure qui s'appelle la procédure de sauvegarde, qui a été mise en place avec la réforme du livre 5 du Code de commerce. L'objectif, c'était quoi initialement? C'était de dire, on va essayer de soigner une entreprise qui est déjà dans une situation d'insolvabilité probable. Pas encore avérée, mais probable.
Et c'était de soigner en amont ce type d'entreprise pour leur apporter des solutions, leur permettre d'éviter d'arriver en redressement et en liquidation par la suite, c'est-à-dire la fermeture totale de l'entreprise. On se rend compte, après quelques années d'exercice, qu'effectivement, cette procédure de sauvegarde, aujourd'hui, ça ne concerne que quelques centaines d'entreprises, c'est-à-dire très peu par rapport aux milliers d'entreprises aujourd'hui en difficulté. Et on se rend compte, à contrario, que, de l'autre côté, les entreprises en situation où on ne peut plus les soigner, c'est-à-dire fermeture immédiate, c'est 90% du chiffre total. Alors, 9 223 selon le gouvernement. 9 223 entreprises ont déclaré faillite en 2024, contre 64 213 créées. Donc on voit quand même que malgré toutes ces difficultés, ça n'empêche pas les gens de créer des entreprises. Effectivement, c'est une bonne remarque et c'est l'objet aussi d'un complément qu'on a rajouté à notre étude qui est justement de faire ce ratio entre création et défaillance d'entreprise. On remarque plusieurs choses. C'est que depuis 2020, ce ratio création sur défaillance, c'est-à-dire 64 000 rapportés aux 15 000 défaillances d'entreprise, on arrive grosso modo à un ratio de 3. Il était de 8 il y a encore 4 ans. Donc on voit que progressivement, ce ratio est en train de baisser. 8, ça veut dire que c'est positif ou c'est négatif? Pour ça veut dire que les spectateurs comprennent aussi. Pour être très clair, effectivement, pour une entreprise défaillante, il y a 4 ans, il y avait 8 créations d'entreprises. En 2024, pour une entreprise défaillante, il y avait seulement 3 entreprises créées. Voilà, ça c'est l'explication. Alors, les chiffres que donne votre entreprise ne sont pas, diffèrent quelque peu, et le mot est faible, de ceux avancés par le gouvernement. Donc là, le gouvernement parle de 100 défaillances pour 700 créations. Donc 1 sur 7. Donc pas très loin de 1 sur 8. Ok, alors après, la question qui se pose, très honnêtement, il faut regarder les définitions qu'on prend. Je prends les chiffres, par exemple, de l'Observatoire national de la TPME. On parle de fermeture définitive. Moi, je ne parle pas de fermeture définitive. Je parle de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui sont en procédure de sauvegarde, en redressement, en liquidation. Donc, là, il faut déjà vérifier les définitions, si elles sont identiques ou pas. Et en fonction, effectivement, les chiffres deviennent comparables. Oui. Alors, quand on parle de ces entreprises qui sont créées, est-ce que ça veut dire que si on va dire l'évolution des entreprises créées est en hausse, ça veut dire que les défaillances vont être en hausse aussi parce qu'elles rencontrent toujours les mêmes problèmes, et principalement celui des délais de paiement? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine logique, c'est vrai. C'est-à-dire que alors en 2020, on a constaté effectivement une très forte croissance des créations d'entreprises. Les gens avaient perdu leur emploi, les fermetures de pas mal d'entreprises, les gens devaient travailler, donc on a vu une augmentation importante. Ces dernières années, on a vu une réduction de ces créations d'entreprises et le rythme des défaillances, lui, a continué d'augmenter de l'ordre de 10% chaque année. Ce qui explique effectivement la baisse de ce ratio dont je parlais tout à l'heure, de 8 à 3. Donc aujourd'hui, il y a moins de créations pour une entreprise défaillante. Alors les raisons, elles sont multiples. Effectivement, la question des délais de paiement, je pense qu'effectivement, elle est importante. On a parlé de l'accès au financement. Je reprendrai un chiffre de BAM qui date quand même d'il y a quelques années. 33% des TPME ont accès au financement bancaire, c'est-à-dire que les 2 tiers n'ont pas accès au financement bancaire. On a essayé d'y remédier comment? En mettant en place, en élargissant en tout cas le marché du crédit de bureau, parce que finalement c'est ça l'objectif du crédit de bureau, c'est de permettre à des entreprises d'obtenir du financement justement à travers de la transparence sur ce marché et des rapports et l'étude de la solvabilité des entreprises, ne plus se baser uniquement sur des nantissements pour le dirigeant d'entreprise qui demande un prêt, mais de se baser sur justement la capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser un prêt. Et donc le crédit de bureau était là aussi à la base pour faciliter l'accès au financement de beaucoup d'entreprises. J'aimerais bien avoir votre lecture aussi sur cela, si Zakaria Ferrano, d'autant plus que quand on est face à un phénomène comme celui-ci, et quand on voit un peu plus dans le détail les chiffres, il y a le commerce et l'immobilier qui sont le plus affectés ou en tout cas où on retrouve le plus de nombre d'entreprises défaillantes. Pourquoi? Enfin, déjà, pourquoi? Et cela, surtout, est le signe de quel affaiblissement exactement? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de façon macroéconomique. Ça veut dire lorsque vous parlez de services, ça veut dire on parle de commerce, et on parle également de commerce et services, et on parle aussi d'immobilier. Ce qui représente à peu près, c'est les statistiques normalement de l'Observatoire
de la TPME, normalement, c'est à peu près les 40%. Donc, pour les entreprises. Et donc, automatiquement, là, premièrement, si je reviens au secteur immobilier, on sait très, très bien que c'est un secteur qui commence à s'affaiblir. Ça veut dire que ce n'est plus le moteur de croissance pour l'économie marocaine. Ça l'était entre deux et plus. Et donc, automatiquement, même si on regarde le crédit immobilier, si on regarde l'activité immobilière au niveau des banques, elle est en berne. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir ce secteur comme il a été. Bon, il y avait plusieurs programmes gouvernementaux qui ont été mis en place. Oui. Nous avons un peu la question des subventions pour l'habitat social, etc., la classe moyenne, etc. Mais ça n'arrive pas encore à donner cet aboutissement par rapport à ça. Donc, normalement, c'est normal que ce soit les défaillances qui soient dominées dans ce secteur-là immobilier. Pour le commerce, là, je pense que c'est un problème qui est un peu multidimensionnel. Il ne faut pas oublier que le régime fiscal peut jouer également. Le régime fiscal, peut-être il permet un peu de... surtout lorsqu'on parle de commerce, il faut voir est-ce que l'entreprise est exportatrice, pas exportatrice. Parfois, nous avons un jonglage lorsqu'on est exportatrice parce qu'il y a l'exonération sur 5 ans de l'IS. Et parfois, nous avons des créations qui sont réalisées uniquement pour pouvoir bénéficier un peu de ce qu'on appelle cette exonération fiscale. Et donc, même le régime fiscal peut jouer dans ce sens-là. Également, n'oublions pas que le pouvoir d'achat a été touché au niveau du commerce. Ça veut dire que les agents économiques n'ont pas le même pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de la même façon qu'ils avaient, à cause probablement des épisodes inflationnistes 2022-2023. Et également, il ne faut pas oublier qu'on est passé par des crises qui sont succinctes. Ça veut dire lorsqu'on parle un peu la crise Covid-19, la crise inflationniste, et il ne faut pas oublier aussi que la sécheresse joue un peu dans les conditions macroéconomiques et économiques du Maroc. Et donc là, automatiquement, je crois que c'est normal que ce soit dans ces deux secteurs, commerce, voilà, et services, et également l'immobilier. Sur l'élément qui est le plus important sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ces chiffres-là, c'est en fait aussi un élément très important pour les très petites entreprises et les moyennes entreprises. C'est la question de la garantie. Parce que parmi les éléments qu'a soulevé Banque El Maghrib dans son rapport, je ne me souviens pas, il y a 2 ans, c'est en fait l'exigence de la garantie. Les entreprises qui sont petites et très petites, micro-entreprises ou moyennes et petites, ils n'ont pas la capacité d'avoir des garanties suffisantes, soit en termes d'actifs corporels ou même d'actifs incorporels pour pouvoir bénéficier d'un soutien de financement à travers le système financier. Ça peut aussi peser lourdement sur la pérennité des entreprises au niveau du Maroc. Il faut rajouter à ça également un élément fondamental, c'est que si vous prenez un peu la structure d'activité des micro-entreprises et aussi l'emploi, vous allez trouver que la majorité des entreprises qui font défaut, ce sont des entreprises qui sont inférieures à un nombre de travailleurs de 10 personnes. Ça veut dire que vous avez le nombre d'emplois est très réduit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est en présence pas d'une vraie entreprise bien structurée, qui a un management bien établi, qui a des règles qui sont bien établies pour pouvoir un peu avoir des études de concurrence, donc des études... Il y a un problème de gestion aussi, il n'y a pas mais que les délais normal, de paiement. parce Ces que nous entreprises ont du mal déjà à gérer leur activité. Les délais de paiement... Ça peut être aussi un facteur aggravant de leur situation, déjà défaillante. C'est normal. Pourquoi? Parce que lorsque vous me dites, à travers les statistiques, je pense même InfoRisque, il reprend la même chose, c'est que la majorité des entreprises, je parle ici des micros et des très petites entreprises et moyennes qui représentent la majorité, ils ont des employés qui ne dépassent pas les 10. Ça veut dire que vous êtes en train de parler 2, 3, etc. Et donc, automatiquement, c'est normal. C'est normal. Une entreprise qui est petite, qui fait peu de chiffre d'affaires, c'est normal. Voilà, c'est normal. Donc là, ça pose aussi la question du management, qui est un facteur très déterminant aussi dans la défaillance. Alors, on connaît les problèmes. Les problèmes sont connus. Bon, il y a cette loi des délais de paiement, elle est opérationnelle, elle est opérationnelle, mais pas réellement opérationnelle sur le terrain. Vous confirmez, Amine Djouri? Elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle en termes de déclaration. Alors maintenant, j'avoue que le grand test arrive maintenant, c'est-à-dire cette année, avec les déclarations que devront faire les entreprises de plus de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. En termes de volume, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui vont devoir faire pour la première fois leur déclaration. Et c'est là, à mon avis, que sera un véritable test. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on a à peu près 5 000. Après, les entreprises qui font entre 10 et 50, bon, il y en a à peu près 10 000. Mais maintenant, le gros test, le gros des troupes, c'est les petites entreprises. Et c'est celle-là, effectivement, est-ce qu'il y aura suffisamment d'auditeurs, de comptables, justement, pour contrôler justement les bilans qui seront établis, pour vérifier, pour certifier que les déclarations qui sont faites sont vraies ou pas. Ça, c'est la première chose. Mais de toute façon, aujourd'hui,
Toutes les entreprises sont obligées de le faire. Donc, de ce point de vue-là, ça marche. La deuxième chose, c'est l'impact. Évidemment, c'est la seule chose qui nous intéresse. On constate qu'effectivement, aujourd'hui sur le marché, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. C'est-à-dire qu'on fixe un délai max de 120 jours. Les entreprises qui étaient en dessous de 120 jours ont tendance à se rapprocher des 120 jours. Donc, moins de trésorerie puisqu'on doit payer on est payé plus tardivement que par le passé. Mais on voit aussi celles qui avaient des retards de paiement au-delà de 120 jours qui étaient assez importants commencent à se rapprocher progressivement des 120 jours. Maintenant, il faut voir quel équilibre ça va donner à la fin. C'est ça la vraie question. Mais je pense que globalement, on est quand même dans une amélioration de cette question des délais de paiement. En tout cas, on ne sera pas sur les 200 jours, par exemple, de la dernière étude. Si on est sur une amélioration, pourquoi vous prévoyez une hausse encore plus importante entre 2023 et 2024 ? Pour 2025, vous prévoyez plus de 17 000. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Allianz Trade tourne autour de du même chiffre. Il table sur quelques 17 400 entreprises défaillantes pour 2025. Vous êtes sur 17 200. Bref. C'est la même chose puisqu'ils reprennent nos chiffres. Pourquoi une augmentation des chiffres des défaillances d'entreprises alors que vous dites, normalement, eh bien, la question des délais de paiement qui reste centrale et la cause majeure des défaillances d'entreprises devrait être résolue. D'accord. Alors sur la question effectivement d'Allianz Trade, effectivement on travaille étroitement avec eux et ils reprennent les chiffres que nous produisons en matière de défaillance, ça c'est la première chose. Presque. Oui, après, là, voilà. Voilà, ils reprennent, mais peut-être qu'ils font leur Écoutez, propre ils ont leurs propres oui, analyses. Certainement. Ensuite, on est dans un monde qui est quand même incertain. On a parlé de l'environnement international, de l'environnement local. Un peu partout dans le monde, les défaillances augmentent fortement. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans le monde, aujourd'hui, 12%, c'est la moyenne de croissance. On est en dessous de cette moyenne de 12%, mais dans certains pays, on est entre 30, en 2025. 30, 40, 50%. La France, ce sera plus 30%, les États-Unis, plus 50% de défaillances d'entreprises. Donc, quand, avec 10%, on parle d'hémorragie, je ne vois pas, quand on est à plus 50%, ce que ça peut donner. Donc, il faut aussi relativiser les choses en termes de chiffres. Effectivement, ce n'est pas terrible, le plus 10%, mais à l'échelle du monde, ce n'est pas non plus catastrophique. Maintenant, effectivement, pas la catastrophe, mais la cause principale, je pense, c'est aussi voir l'environnement national. On a parlé de la sécheresse qui impacte fortement nos entreprises, mais pas que ça. On n'a pas parlé de la question de la fiscalité, et notamment de l'informel. Une entreprise aujourd'hui qui travaille dans le commerce, quand elle ferme, elle a aussi en face d'elle une entreprise concurrente qui n'est pas déclarée, qui ne paye pas d'impôts, qui a des tarifs moins chers. Et donc forcément, la compétition, elle est plutôt déloyale. Donc forcément, à un moment donné, cette entreprise est amenée à fermer. C'est aussi un aspect, l'aspect informel et le côté fiscalité. À un moment donné, il faudra également y répondre. Quelles sont les autres solutions ? Il nous reste 2 minutes. Donc, messieurs, quelles sont les solutions pour remédier à ce problème de défaillance des entreprises, en quelques mots ? Alors, les solutions, évidemment, pour les très petites entreprises, puisque c'est d'elles dont on parle, évidemment, ça reste toujours la question de l'accès au marché public notamment. C'est gagner de faire les premiers chiffres d'affaires. Le premier chiffre d'affaires est toujours compliqué pour une très petite entreprise. Elle peut le faire directement sur le marché, mais elle peut aussi accéder au marché public. La loi prévoyait 30% de quote-part pour ces très petites entreprises. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de chiffres sur le degré atteint par ces très petites entreprises. Si c'était possible d'atteindre ce quota, effectivement, peut-être qu'elles iraient un peu mieux. La question des délais de paiement, évidemment. L'environnement macro sur lequel, finalement, on a très peu d'impact, puisqu'on est aussi dépendant de tout ce qui se passe autour de nous. Que va faire les États-Unis dans le monde d'aujourd'hui ? Quel impact sera sur nos partenaires commerciaux, qui est l'Europe de manière générale, la France et l'Espagne en particulier ? Tout ça, évidemment, indirectement, on va être impacté par ce qui va se passer dans le monde. Et ça, malheureusement, on a très peu de moyens d'action là-dessus. Exact. Zakaria Ferrano. Je pense solution, c'est très délicat de mettre en place des solutions pour un problème aussi multidimensionnel, mais je dirais qu'il y a plusieurs blocs. Premièrement, pour la question du financement pour les entreprises qui tombent en défaillance à cause du financement, je pense qu'il faut mobiliser l'épargne publique. Nous avons un problème de mobilisation de l'épargne publique et ce qui pose énormément de problèmes qui n'arrivent pas à mettre ce moteur de croissance pour l'économie. Deuxièmement, je pense qu'il faut arrêter le modèle qui est basé sur les régions phares, Casablanca, Tanger, Rabat
etc. Et même Marrakech et Agadir. C'est des régions qui sont arrivées à saturation et surtout Casa. Et si on veut une preuve, regardez le rythme de croissance de la région sur les 10 ans qui sont passés. Exact. On est arrivé à un surchauffe de croissance au niveau de Casa. Il faut les entreprises, il faut qu'ils sortent de ce paradigme qu'il faut être sur Casablanca pour faire des affaires. Troisième élément très important, je rejoins l'idée de notre ami, c'est que l'informel peut poser problème. D'accord? Pourquoi? Parce que l'informel, il fait une concurrence qui n'est pas loyale sur le plan, je dirais, économique et qui permet parfois de trouver cette brèche, d'aller du formel vers l'informel pour générer plus de profit. Et donc ça, c'est un élément aussi très important. Quatrième élément très important, c'est qu'il faut instaurer de la concurrence. Le seul régulateur au niveau de l'économie de marché, c'est d'avoir une concurrence sur les marchés. On ne peut pas avoir des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises et même de grandes entreprises qui pourront trouver ou, submerger dans un environnement économique que s'il y a de la concurrence. Le capital a peur et parmi les peurs qu'il a, c'est de ne pas avoir une concurrence sur le marché. Merci beaucoup, Bruno. Conseil de la concurrence. Tout à fait, qui s'active beaucoup ces derniers temps. Oui, très bien, c'est une bonne chose. J'ai dit le seul régulateur de l'économie de marché, c'est la concurrence. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État et c'est ce conseil de concurrence qui jouit de cette indépendance, justement. Merci, Zakaria Ferrano. Merci à vous également, Amine Diori. Merci. On espère en tout cas que les projections seront peut-être revues à la baisse, Inch'Allah, en 2025. Voilà, on souhaite une bonne santé, bien naturellement, à nos entreprises et surtout à nos entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.